Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Julie Pujols, une vraie slasheuse. Elle partage son temps entre son activité de journaliste wellness et celle de coach sportif diplômée d'État. Elle est très appréciée par des dizaines de milliers d'adeptes à sa pratique du Pilates Booty, mais aussi à son énergie, son franc-parler, direct et bienveillant à la fois. On a l'impression que Julie sait très bien où elle va, avec sérieux et le sourire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Jeune adulte, montée à Paris pour étudier la littérature, Julie commence sa carrière en pigeant pour des magazines de musique, en alternance avec un job de serveuse, le soir. Son coup d'éclat déterminant, ça a été de passer son diplôme d'État de coach sportif. Et à cette époque, ça surprend tout le monde, car Julie n'était pas sportive du tout. Bonjour Julie. Bonjour Claire. Comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Très bien. C'est la première fois que j'enregistre chez moi, parce qu'on est voisines. Oui, tout à fait. Alors, vraiment, sur Coup d'éclat, il y a quelques questions rituelles, dont la première qui peut être un petit peu impressionnante. Et je crois que tu la découvres ce matin. Oui. Est-ce que tu pourrais nous partager quelle est ta mission sur Terre? Ma mission sur Terre, ce doit être transmettre. Transmettre ma passion pour le sport et en tout cas pour transmettre ma passion pour le mouvement, je pense, et l'équilibre de vie. Et cette passion pour le mouvement, elle date de quand? Sûrement depuis l'enfance, parce que j'ai fait de la danse très tôt. Je l'ai réalisée peut-être plus tard, mais je pense qu'elle date de l'enfance et qu'elle a été vraiment réalisée au début de ma vingtaine, quand j'ai passé mon diplôme de sport. Tu peux nous parler plus en détail de comment est-ce que tu as pris cette décision de passer ton diplôme? De quoi c'est un diplôme d'État, ouais. Le BP AG2F. Moi, je faisais beaucoup de danse. Après, je pense, comme beaucoup d'adolescents, j'ai remarqué, on laisse un peu tout tomber, nos activités sportives. En tout cas, moi, ça a été le cas au milieu du lycée, fin du lycée, fac. Donc là, tu commences des études Je commence mes études de lettres. Après, je fais mon master toujours en lettres, mais en ingénierie culturelle. Je veux devenir journaliste. Je pars à Paris. Passionnée de hip-hop, donc je commence à écrire pour les petits magazines hip-hop. Et puis, malheureusement, c'est le moment où on est en 2009. Et c'est le moment où tous les magazines culturels commencent à disparaître. Et j'ai été serveuse, moi, pendant toutes mes études. J'ai eu le flair de me dire, bosse derrière un bar dans une boîte de nuit. Comme ça, tu vas allier la fête au boulot. Et du coup, je pense que j'avais un job alimentaire beaucoup plus cool que mes copines qui étaient caissières ou voilà. Parce qu'en même temps, je faisais la fête. Donc là, tu fais toujours tes études quand tu es barmaid. Ouais. Je bossais tous les week-ends et je faisais des saisons. Et du coup, il fallait que je travaille en arrivant à Paris parce que mes piges ne suffisaient plus et puis que j'avais peur. Et du coup, j'ai été serveuse à Stalingrad, au 25 degrés Est, qui existe toujours et que j'aime toujours autant. Et il y a un moment où je me suis dit, j'étais jeune, mais je me suis dit, ouais, mais finalement, c'est chouette, mais on finit toujours le service en buvant une bière. Bon, même si j'ai jamais été une grosse buveuse, mais je me suis dit, c'est pas bon tout ça pour la santé, de se coucher tard,
j'ai pas envie. Je me suis dit, j'ai pas envie de boire une bière tous les jours après mon service. C'est marrant, mais c'est parti de là. Je réfléchissais un petit peu et puis j'avais une salle de sport dans le 19e en face de chez moi. Je m'étais inscrite, c'était la première fois et je faisais des cours de temps en temps, vraiment dilettante. Et je me souviens avoir vraiment observé ma prof qui venait des pays de l'Est, je m'en souviens très bien. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est chouette ce qu'elle fait. C'était un cours collectif de fitness. C'était un cours sûrement abdos-fessiers. Et je m'étais dit, c'est chouette sa vie. Parce que je m'étais dit, elle bosse, elle s'entretient. Et en même temps, elle fait du bien aux gens. Et je trouvais ça chouette. Je la voyais donner des conseils, être à l'écoute. Et me disais, c'est chouette ce qu'elle fait. Mais c'est tout. Mais c'est vrai que je ne me faisais pas la réflexion pour d'autres métiers. Et puis... tout ça s'est passé rapidement. Je me suis renversé ma bouteille. T'as quel âge là ? J'ai 23 ans. En fait, finalement, je suis un peu immobilisée pendant un moment. Je marche mal. J'ai une combinaison de grands brûlés pendant 1 an et demi, jour et nuit. Donc, je peux vite rebouger. Mais j'ai peur que mon corps soit abîmé à vie. Je perds confiance en moi. Je me dis, je ne vais jamais retrouver quelqu'un. Je prends conscience, en fait, de l'importance du corps. Et là, je me dis, mais quand j'ai pensé à cette coach sportive, en fait, l'autre jour, c'est pas pour rien. Je crois qu'en fait, j'ai envie de réintégrer le mouvement dans ma vie parce que la danse me manque et voilà. Puis moi, j'aime pas le sport. J'aime toujours pas courir. J'étais nulle en EPS. Donc, je pense danse. Et quand ça a commencé à aller mieux, avec ma combinaison de grands brûlés, je suis allée voir cette coach et puis 1 ou 2 coachs avec qui j'avais sympathisé. Et je leur ai dit, voilà, j'aimerais passer le concours d'entrée. Le diplôme était différent aujourd'hui, il est beaucoup simplifié parce que tout le monde veut être coach, qu'il y a beaucoup de demandes. Mais avant, le concours était encore plus dur. Il y avait très peu d'écoles en France, en région parisienne. Et donc, le concours était dur. Et j'ai dit, est-ce que je peux l'avoir ? Il est dans 6 mois. Et est-ce que vous pouvez m'aider ? Et ils m'ont dit, OK. Et voilà. Et j'ai bossé comme une dingue. Et puis, j'ai fini première au concours. Bravo. Et après, merci, c'était ce qui devait être juste un job alimentaire, a pris une place très importante dans ma vie. Et puis surtout, j'ai toujours lu la presse féminine, mais plus j'avançais dans ma formation, plus je voyais de grosses erreurs dans les articles qui traitaient du sport, du fitness, vraiment des erreurs. Et je me suis dit, ça va pas, parce qu'en fait, ce sont des journalistes, mais qui n'ont pas forcément de connaissances dans le sport. Et si moi, j'essayais d'écrire, j'aurais en plus des connaissances de coach. Du coup, ce serait peut-être des articles plus de fond. Donc, 25-26, tu as terminé tes études de lettres. Non, mes études de lettres, je les avais terminées à 23, après mon master. Okay. Et mon diplôme, je l'ai passé, j'ai mis 2 ans. C'était 1 an et demi plus la préformation. Donc moi, j'ai été diplômée en 2011. Mais on est déjà, tu sais, on fait de l'alternance. Donc j'étais déjà dans le bain direct. Et j'ai écrit au journal à ce moment-là, oui, tu écris et en même temps, t'es coach. Déjà, dès le départ, tu as pris un petit peu mais je faisais encore la musique pour Glamour. Ouais. Et puis, j'ai écrit à Elle et j'ai proposé une quinzaine de sujets formes. Et Catherine Roy, que je cite toujours parce que c'est grâce à elle, elle m'a tout pris et on a commencé à bosser. Et voilà, ça fait 10 ans. Et donc, c'est devenu une passion et j'ai tout de suite dit, non, je veux pas avoir un bureau à la rédaction, je vais pouvoir donner mes cours. Et voilà, les deux boulots se nourrissent l'un de l'autre, me nourrissent aussi. Et aujourd'hui, j'en suis toujours là et j'adore. Et voilà. C'était plutôt 70-30 avant le confinement et ça s'est inversé. 70% pige, 30% cours de sport. Oui, on va dire plus 60-40. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai dû réduire un peu les articles. Parce que c'est chronophage aussi, les cours, les événements, voilà. Mais je continue à écrire. Je ne peux pas ne pas écrire. J'en ai vraiment besoin, comme le sport. Ouais, les deux se nourrissent. Ouais. Ça t'inspire. Ouais. Si tu arrêtes le sport, tu n'as plus d'inspiration. Si j'arrête le sport, je déprime. Donc c'est ça aussi. Mais j'ai mis du temps, ça aussi j'en ai parlé, j'en parle souvent. Moi j'ai mis du temps à comprendre.
Tu vois, pourquoi moi, en août, j'ai arrêté complètement le sport. Enfin, juillet, août, tu vois, je prenais 3 semaines. Et puis, j'avais remarqué que ma dernière semaine de vacances, l'été, je sais pas, j'avais un peu le spleen. Et j'ai dû mettre 5-6 ans à comprendre que c'est parce que je faisais plus de sport. Donc maintenant, je garde une petite routine. Cet été, par exemple, pendant une semaine, avec les copines, on fait 10 minutes le matin. Parce qu'elles sont en demande. Donc moi, je fais avec elles. Et du coup, ça me permet de pas... Et pareil, il y a des fois, là, avec mon déménagement, tout ça, j'ai moins écrit. Et je me dis, ça va pas, il y a quelque chose qui manque. Ah bah oui, t'as pas écrit d'article depuis 3 semaines, cherche pas. Et puis dès que je réécris, c'est bon, quoi. Donc il y a vraiment un truc où j'en ai besoin. Et au quotidien, ta propre routine ou c'est surtout les cours que tu donnes qui justement déjà prennent pas mal de place? Oui, moi quand on me demande le sport que je fais comme mes élèves. Ouais. Je fais mes 2 cours par semaine. Puis je trouve que en ayant observé les filles pendant des années, c'est un peu le rythme. Je sais pas toi, mais je trouve que quand les filles bossent ou qu'elles sont mamans et où, en gros, elles arrivent à venir prendre 2 cours d'1 heure par semaine. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment voulu recréer ça dans mes cours en ligne. Et puis, quand j'ai un peu de temps, je vais à la salle de sport. Je fais pas forcément grand-chose. Je parle beaucoup avec mes potes. Puis c'est un moment où je suis hors de chez moi. Donc, je peux m'étirer, je peux travailler les bras, je peux faire le dos. Et puis, j'aime bien observer aussi. C'est aussi Par exemple, en ce moment, j'observe qu'il y a de plus en plus de filles. Et j'aime bien les observer et voir... il y a plus de femmes dans les salles de sport. Je parle pas d'où il y a des cours co, des salles de sport vraiment... location de salle, où il y a beaucoup de muscu, où il y a beaucoup d'hommes. Et j'aime bien y aller prendre le pouls de ce qui se passe. Et j'aime bien voir les filles qui ont de plus en plus le courage de venir, qui se mettent beaucoup à la muscu, qui abandonnent un peu le cardio. C'est important pour moi aussi d'y aller pour observer. Oui, il y a une tendance aussi de filles beaucoup plus jeunes. Oui. Des lycéennes et tout ça. Je veux dire, quand on était au lycée, parce qu'on a le même âge toutes les deux. On s'en fichait complètement. Personne n'allait à la salle de sport. Non, on avait sa pratique, toi, de la danse. Moi, je faisais du judo, tu vois. Mais alors, la salle de sport, je ne sais même pas si on avait une dans ma vie. Moi non plus. Ouais, dans tous les cas, ça aurait été un truc qui sentait la transpi avec des mecs un peu... Oui, voilà. Tu as raison. C'est beaucoup de jeunes femmes, de très jeunes femmes, qui, je pense, sont influencées par ce qui se passe aussi aux États-Unis sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, c'est pas pareil, outre-Atlantique. Les filles, elles font de la muscu, elles ont l'habitude, elles ont pas peur. Et du coup, j'aime bien les observer. Hier, je me disais, des toutes jeunes nanas qui étaient au milieu des mecs, à soulever des haltères. Et c'est pas facile. Même moi, en tant que coach, quand je me suis inscrite dans cette salle de sport, j'ai mis 2 semaines à me sentir à l'aise. C'est impressionnant, même en tant que coach. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les salles de sport, parce que j'ai aussi mon diplôme muscu-haltérophilie. Mais moi-même, j'étais impressionnée. Donc, je me dis, les filles... sur toi ? Alors aujourd'hui, plus du tout. Parce que je pense que les mecs, ils ont repéré que je venais, ils ont repéré que j'avais pas besoin de conseils. Mais l'autre jour, c'est marrant, il y a un gros relou, je racontais justement à mes copines hier, qui est nouveau à la salle, et qui est venu me voir 3 fois pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, en fait. Et les 2 premières fois, en plus, c'était des conseils qui étaient nuls. Et les 2 premières fois... peut-être animé par autre chose que donner des conseils. Mais c'est ce truc des mecs qui ont besoin d'aller expliquer comment on fait aux filles, alors que souvent, les filles font très bien. Et c'est eux qui sont pas, tu vois. Et c'est ce truc toujours d'avoir besoin de venir expliquer. Et la 3e fois, je lui ai dit, écoute, je suis coach, merci. Mais en plus, tes conseils, ils sont pas bons. Et il m'a dit, mais moi, je suis le champion du monde. Et j'ai pas cherché à savoir de quoi il était le champion du monde, parce que ça m'intéressait pas. Mais voilà, il y a ce truc où il y a vraiment une place à prendre pour les filles. Et hier, j'y suis passée à la salle, justement, pour m'étirer. Et je l'ai regardé et je me disais, chapeau, quoi.
elles y vont toutes seules ou entre copines et tu sens qu'elles se débrouillent. Voilà, et puis qu'elles s'en fichent des mecs, mais c'est compliqué parce qu'au début, ils vont venir nous expliquer. Oui, il y a des regards et puis il faut avoir Moi, je trouve que ça demande du courage et de la force d'être au milieu d'hommes quand tu es toute seule et que tu veux faire ton sport. C'est pas évident. Même pour moi qui suis coach, donc je suis d'autant plus admirative des nanas qui y arrivent. Et je pense que c'est en train de changer. Et ça vient des États-Unis. Totalement. Et aussi, quand même, du confinement. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a quand même un changement dans les pratiques. Avant, c'était déjà, on allait toutes sur place. Donc, il y a aussi moi qui est un petit garçon comme toi, je fais beaucoup aussi en ligne, ouais, je ne faisais absolument jamais avant, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas. Maintenant, je trouve ça ultra pratique. Je peux le faire à 23h30, je n'irai jamais à un cours de yoga à 23h30. Tu vois, c'est hyper pratique. Mais aussi, je vois des pratiques un peu mixtes, tu vois, yoga, pilates en même temps, ou plein de choses autour de la danse. Je ne sais pas si tu es déjà allé, mais il y a plein de nouveaux endroits à Paris où on peut... Voilà, c'est pas de la danse classique ni de la danse jazz, mais ça va être des pratiques entre le fitness et la danse où il n'y a pas besoin de savoir danser, une sorte de dance flow. Il y a aussi des mix cardio-bar, plein de choses autour du vélo. Qu'est-ce que tu observes, toi? C'est un peu une explosion des pratiques. Et il y a aussi, je pense, moins de fidèles à la salle, le prof. Voilà. Il y a plus ces classes pass aussi, où on peut aller partout. J'ai l'impression que il y a un nouvel essor de la façon de pratiquer du sport et de se mettre en mouvement. Oui, il y a eu, en gros, il y a eu l'âge d'or du fitness, tu vois, années 80-90 avec Véronique et Davina, etc. Génial. Après, il y a eu un retour de bâton parce que c'était, on prenait pas conscience du périnée, du plancher pelvien, tout ça, donc il y a eu beaucoup de blessés. Puis des soucis, tu sais, on s'en rend compte un peu plus tard. Donc là, les gens ont un peu abandonné, années 2000. Et puis le Pilate a pris beaucoup d'importance justement pour pallier à tous les méfaits du fitness des années 80-90. On n'avait pas conscience de notre plancher pelvien. Maintenant, on suit cette tendance qui vient d'outre-Atlantique, qui est aussi beaucoup adoptée par les pays scandinaves. On fait plus de sport, même si on est encore à la traîne. En France, dans les pays latins. Oui, la salle de sport, j'ai l'impression que malheureusement, il y a beaucoup de lieux qui ferment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pratiques à la maison. Il y a beaucoup de cours hybrides. En province, pas tant que ça. Tu vois, moi, quand je fouille pour mes articles, il y a, mais plus doucement, ça va plus doucement. Mais il y a beaucoup de pratiques hybrides. Et voilà, donc c'est que du positif. Mais il y a aussi un peu de négatif parce que avec le confinement, tout le monde est devenu coach. Donc les métiers du bien-être ont aussi, je pense qu'il faut faire un peu attention à ça. Tout le monde veut bosser dans le bien-être, dans le sport. Les formations se raccourcissent. Beaucoup exercent sans formation. Et là, par contre, il y a des soucis aussi. Et nous, en tant que coach, c'est nous qu'on vient voir quand on est blessé, quand on est... Donc nous, on a les retours en pleine face. Voilà, il y a aussi beaucoup de studios où il y a plein on est moins exigeant sur les formations, sur les diplômes. L'État ne contrôle plus. Avec le boom du yoga, vu que le yoga, il n'y a pas de diplôme d'État et qu'il y a eu beaucoup de profs de yoga d'un coup, l'État a arrêté de contrôler parce qu'avant, on était très contrôlés, 3 fois par an. Il y a toujours des diplômes d'État. Il y a toujours des diplômes d'État, mais avant, tu ne pouvais pas exercer comme ça sans DE parce que, si tu veux, tous les studios, toutes les salles, on était contrôlés 3 fois par an par surprise. Il fallait aller à la préfecture, refaire ta carte professionnelle. C'était vraiment contrôlé. Mais aujourd'hui, plus du tout. Toi, tu en as passé 2, du coup c'est une mention. Tu passes ton diplôme d'État et tu as la mention cours collectif et musculation. Okay. Et voilà. Et aujourd'hui, ils ont abandonné. Donc, c'est pour ça que les coachs français avaient autant de succès dans le monde. C'est qu'on avait une formation très, très... très profonde, très complète. Puis on était contrôlés, voilà. Aujourd'hui, ça y est, on est devenu comme aux États-Unis, comme on a plus les gens s'en fichent, quoi. Ils deviennent coach du jour au lendemain, comme ça. Voilà, les formations de yoga aussi sont très faibles. Donc, moi, il y a des profs de yoga qui m'avouent que
elles sont diplômées, mais qu'elles se sentent, qu'elles voient bien qu'elles n'ont pas du tout les bonnes postures, qu'elles n'ont pas la pratique. Voilà, donc il y aura un retour de bâton, ça c'est sûr. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat de Julie. Le doudou de Julie, je la cite, c'est notre bouillon de collagène appelé aussi bone broth. Ce bouillon, longuement mijoté à partir d'os de poulet label rouge, de légumes et de racines bio, est chargé en collagène. Il repulpe immédiatement la peau, gaine les cheveux et apaise la digestion. Il aide aussi à la cicatrisation de la peau. Et Julie l'a utilisé il y a peu à la suite d'une petite mésaventure. Boire le bone broth est un plaisir et un soin de l'intérieur. Toutes celles qui le testent l'adoptent et elles sont très nombreuses. Ce bouillon bone broth est à commander sur ateliernubio.fr ou à acheter directement dans notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e à Paris. Mais en tout cas, il y a deux choses, il y a deux grosses tendances. C'est que sur la formation, on lâche totalement du lest. Mais en revanche, les profs de sport sont quand même beaucoup plus cool et complets dans leur façon de partager. Parce qu'avant, un coach de sport, il restait, tu vois, c'était un peu la caricature avec son short. Il restait dans sa salle de sport. Alors que maintenant, que ce soit les profs de yoga, les profs de fitness, tu as envie d'en savoir. C'est des gens qui t'inspirent bien au-delà de tes abdos fessiers. On est d'accord. Moi, il y a des C'est filles, plus holistique. On cherche quelque chose. Elles vont partager de la nutrition, elles vont partager leur lifestyle, elles vont même, tu vois, créer des podcasts. Mais je pense qu'il y a plusieurs années, jamais j'aurais été écoutée une parce prof que de sport. Oui. C'était hyper ringard. Moi, c'est ce que j'ai mettais dans mon livre. Ringard, ouais. Moi, quand j'ai dit que j'allais être coach, c'est pour ça quand tu me parlais de coups d'éclat. Mais mes potes, déjà, ils ont dit, elle fait jamais de sport, donc d'où ? Et puis, c'était ringard. Moi, aujourd'hui, je me dis, mais quand je vois tout le monde qui veut être coach, nous, c'était vraiment ringard, quoi. C'était, ah ouais, ok. Et aujourd'hui, tout le monde veut être coach. Mais oui, tu as un côté de profs qui sont très, très inspirés, qui veulent mixer les choses, où c'est très holistique. Et le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de personnes qui veulent plus connaître la gloire et s'entretenir elles-mêmes. Et ce sont des mauvaises raisons. Parce que moi, je le vois, il y a beaucoup de coachs qui sont centrés sur eux et qui, en cours collectif, ne vont pas du tout, ne travaillent peu leurs cours, sont pas dans la correction, sont pas dans le don d'eux-mêmes. Et ça, nous, les pros, on le ressent beaucoup. Je sais que dans les salles, ils ont beaucoup de mal à recruter. Les salles qui sont très à cheval comme ça, nous, on le sent, les coachs. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où les disciplines se mixent, fusionnent et que c'est beaucoup plus holistique. Voilà. Mais t'inquiète pas, en tant que les gens qui pratiquent, ils le sentent tout de suite. Ah oui, si tu es dans le partage, et ça, c'est quelque chose d'assez remarquable avec toi. Oui, mais parce que je suis passionnée. Mais ce n'est pas quand on me dit mais c'est fou toutes les consignes que tu donnes comme tu es à fond. Non, c'est pas fou, c'est mon métier, c'est normal, c'est juste que ça se perd. Ça se perd beaucoup. Le mot du podcast, c'est quand même que être coach de sport, c'est un métier. Exactement. Une autre question rituelle sur coup d'éclat. Nous, on dit que les plantes nous guident. Je t'ai fait tirer une carte de l'oracle des plantes pour démarrer. Toi, est-ce qu'il y a une plante qui se mange ou qui soigne, ou les deux, que tu as trouvé sur ton chemin, que tu recroises, qui te plaît, qui te fait du bien, ou au contraire, que tu détestes et que tu mets très loin de toi ? C'était quand tu m'as parlé de cette question, je t'ai dit c'est vrai. Alors oui, les plantes, par exemple, ça peut être un arbre. J'adore le thé, j'adore le café, et j'en suis de plus en plus proche. Moi, je viens de la campagne. J'ai vraiment grandi à la campagne. Pendant des années, je m'en fichais de la campagne. Et en vieillissant et en ayant un petit garçon, j'ai besoin des plantes de plus en plus. J'ai besoin de retourner à la campagne chez ma mère de plus en plus. Et tu vois, j'ai fait une obsession jusqu'à vouloir trouver un mini bout de terrasse à Paris.
Et j'ai la chance d'avoir des plantes partout. J'ai un très très long pot de plantes à l'intérieur de ma véranda. Et du coup, j'ai plein de plantes et j'en ai besoin de plus en plus. Donc, qu'est-ce que tu as choisi comme plante pour ta petite terrasse dans le 11e? Elles y étaient, ils m'ont tout laissé. Donc, mais j'ai plein de plantes, j'ai plein d'arbres dont je ne connais pas les noms parce que je m'améliore niveau fleurs, mais niveau plantes, moins. Mais c'est vrai que j'en ai besoin de plus en plus au quotidien. On va t'envoyer un botanique. Voilà, exactement. Mais les plantes, ouais, de plus en plus. Que ce soit pour le bien-être, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans mon intérieur. Donc, c'est plus les plantes, ouais, qui font partie de ma vie de plus en plus. Et puis, j'essaie d'en intégrer. Tu vois, là, je me suis dit... octobre, novembre, j'ai dit à mon fils, on va manger du cresson toutes les semaines. Tu vois, c'est un peu plus intégrer les plantes. Mais ouais, donc oui, j'en suis proche. Ouais, mâche et cresson, ils sont hyper beaux en soupe. J'adore. Ouais, carrément. Beaucoup de végétal dans ton alimentation? Ouais, oui, toujours. Oui. Et toi, tu prônes plutôt une sorte d'équilibre du plaisir? Oui. Tu t'inscris en faux contre justement ces coachs, on va mettre des guillemets, qui prônent une sorte de perfection. Oui, ça me fatigue. Ouais, ça te fatigue. Ça me fatigue. Mais tu sais, c'est faux. Hein. Non, mais ça me fatigue dans le sens où je pense que... j'ai interviewé une chef que je vais citer parce que je l'ai trouvée géniale, qui s'appelle Alice Arnoux, qui est toute jeune, qui est une chef itinérante, qui a été formée au NOMA à Copenhague. Et je faisais juste à côté de notre bureau, chez Rhizome. Et je faisais un article là, sur les codes de la longévité en nutrition pour elle. Elle était d'une fraîcheur, parce qu'elle est très jeune, parce que je trouve qu'elle avait un discours différent. J'interviewais aussi Thierry Marx, tout ça. Et elle m'a dit... on sentait qu'elle était un peu lassée et elle m'a dit non mais en fait notre problème c'est qu'on est complètement focalisé sur nous-mêmes, sur notre longévité, alors qu'en fait on devrait penser à la longévité de la planète, de la nature, des animaux. Et en fait ce ras-le-bol qu'elle avait, moi je l'ai en fait, c'est ce côté j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais quand je prends un peu de recul, qu'on est tous paumés, qu'on va pas bien, qu'on ne sait pas où on va parce que la planète, ça ne va pas. Et du coup, on se regarde notre nombril. Et notre corps et notre vie devient sacré. Et donc, on fait attention à ce qu'on mange, à ce qu'un... Et c'est très bien. Moi, j'ai toujours bien mangé. Je ne vais pas prôner le contraire. Ce que je reproche, c'est qu'on en parle beaucoup, qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup plus que les hommes, qui sont très fragiles, très border. Nous, en tant que professionnels, on a des retours tous les jours. Et moi, je pense que ça pousse aussi les filles à être dans l'ultra-contrôle, qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent anorexiques, qui deviennent orthorexiques, que les médecins nous le disent. Moi, dès que j'en parle un petit peu, je vais avoir une dizaine de messages de généralistes qui me disent « merci d'en parler ». Et donc, je pense qu'il faut un peu se ficher la paix parce que ça nous entretient, ça entretient un truc où, en fait, dès qu'on ouvre les réseaux sociaux ou un magazine, faut pas manger de sucre, faut pas manger de gluten, faut pas manger de machin, faut pas boire, faut nana. Est-ce qu'on peut aussi profiter et se laisser tranquille? Je pense qu'il y a un équilibre à trouver et on a tendance à aller dans un trop. Voilà, et du coup, ça m'agace. Et puis, à titre très personnel, peut-être parce que j'ai grandi dans les années 90, mais moi, les icônes rock me manquent. Moi, ça me manque de ne pas avoir un Gainsbourg qui fume des clopes et une Kate Moss qui boit des coups et dont on voit les photos où elle est bourrée. Moi, ça me manque, en fait. Et je trouve que c'est très chiant, ce paysage lisse où c'est que du bien-être, du bien-être, du bien-être. Moi, ça me fatigue vachement. Et je trouve que faut faire attention et que parler d'équilibre, c'est beaucoup plus intéressant. Il faut faire attention. Moi qui travaille qu'avec des femmes, je vois que ça fait des dégâts. Et attention, parce que voilà, l'image est très importante, le corps est très important, même s'il y a une libération d'un côté, qu'il y a le body positivisme, etc., il y a quand même un truc où, voilà, sur la maigreur, c'est de pire en pire. Il faut faire attention.
Et voilà, et ben, par exemple, j'ai étudié les Blue Zones. C'est 4-5 régions dans le monde où les gens vivent beaucoup plus centenaires et en meilleure santé, qui ont les mêmes gènes. Hein. Il n'y a aucune différence dans les gènes, c'est juste qu'ils mangent bien, qui bougent toute la journée, qu'ils tuent eux-mêmes leurs bêtes, que c'est que des circuits ils mangent courts. les mêmes choses que leurs ancêtres aussi. Il y a Mais des surtout, choses très ils se ancrées. prennent pas la tête. Et c'est ça qui est aussi... ils savent faire la fête, boire du bon vin tous les jours, un verre, c'est hyper riche en antioxydants. Et ils ne se posent pas de questions sur les calories, sur les machins. Voilà, il y a un truc où... à vouloir tout faire bien pour prendre soin de soi, il faut faire attention, selon moi, à pas aller trop loin. J'aime bien dire oui, mais tout avec modération. Mais s'écouter, parce que tu dis aussi que toi, parfois, 2 semaines de vacances où tu n'as pas bougé, tu as aussi besoin. Donc, c'est aussi s'écouter. Bien sûr. Et en effet, on peut se rattacher à la nourriture qu'on a eue enfant, mais elle peut aussi ne pas être celle qui nous convient adulte. Donc, c'est aussi, nous, ce qu'on dit chez Tenue Bio, c'est qu'on n'est pas une marque gourou, il n'y a pas de diktat. Justement, ta nourriture qui te convient, c'est que à toi. Et justement, c'est plutôt dans cette idée de se reconnecter à ceux qui ont fait pousser, cultiver, élever ce que tu vas manger, ce qui les a préparés aussi, cuisiner si tu ne manges pas chez toi, et juste être sur un maximum de produits bruts, parce que quand ça a été passé par la case industrie, tu ne sais pas qui sont les milliers de mains qui ont participé à préparer, mettre en paquet tous les packaging autour. C'est justement ce retour à l'essentiel qu'ont ces populations des blue zones où il y a des traditions qui sont passées de génération en génération, où en effet, ces dictates ne les atteignent pas parce que la commensalité, les traditions sont beaucoup plus fortes. Après, c'est aussi une chance, je trouve, d'avoir beaucoup de choix parce que il y en a d'autres qui n'ont aucun choix sur ce qu'ils ont à manger. Donc souvent, quand je dis « Ah, mais on dit tout et n'importe quoi », oui, on a beaucoup de choix, mais on a aussi besoin d'en effet faire le tri et se reconnecter à ce qui nous fait plaisir, nous, ce qui nous fait du bien, nous. Donc c'est un peu deux choses. On a beaucoup de choix, mais on a le devoir de choisir et de trouver aussi l'apaisement dans les choix qu'on fait. Et je suis totalement alignée avec toi. Voilà, c'est Thierry Marx qui disait le jour est de redevenir des mangeurs et non des consommateurs. Il faut un équilibre. C'est-à-dire, je trouve qu'il y a beaucoup de culpabilité, que les femmes se culpabilisent, se mettent la pression. Encore l'autre jour, là, quand on a fait une retraite, un soir, on a mangé plein de desserts, c'était délicieux. Et ça faisait 2 jours qu'on mangeait très bien, très sainement, sans excès. Et le lendemain matin, y a plein de filles qui disaient « Waouh, je m'en veux hier d'avant. » Voilà, je me suis dit « Mais non, c'est pas possible. On n'a qu'une vie. D'où tu t'en veux d'avoir mangé un éclair au café hier ?» Moi, je suis pas d'accord sur ça. Il faut se ficher la paix un peu. C'est ça, quoi. C'est ne pas être dans « oui, mais en même temps, ça faisait plein de jours que tu mangeais sainement. C'est pas grave. » Voilà, c'est une question d'équilibre. Mais la culpabilité, c'est un sentiment très féminin. Ah oui. Avec les enfants aussi, je me suis rendu compte que c'était juste de mon côté. Terrible, terrible. Avec les enfants, c'est terrible. Ouais, la culpabilité, c'est un truc hyper féminin. Donc, si tu as des clés sur ce truc, moi, souvent, je me dis, bon, cette décision a été prise, je reviens pas dessus parce que je suis un peu du genre à me dire, oh non, mais j'aurais jamais dû faire ça ou j'aurais jamais dû dire ça. Allez, c'est fini. Genre, petite vague, petit moment de justement faire une petite session de sport. Je trouve que ça te permet de passer à autre chose. Pour les enfants, j'ai pas de conseils, je découvre. Mais le sentiment de culpabilité est encore pire que quand t'en as pas. C'est terrible de se remettre en question tout le temps. Mais moi, on en parle, on le sait. Hein. Mais quand tu le vis, tu te dis, mais c'est incroyable c'est une remise en question permanente. Moi, tous les soirs, en m'endormant, quoi. Donc, moi, je me dis, mais fous-toi la paix. Comme je le dis aux filles qui me suivent ou à mes élèves, voilà, c'est un peu la même chose. On peut pas être parfait. On fait de son mieux. Voilà. Se dire aussi que tout le monde fait de son mieux. Voilà. Et puis voir plus dans une semaine que dans une journée où qu'est-ce qu'on a mangé. Non, tu peux très bien manger lundi, mardi, mercredi soir, tu te fais une grosse raclette, le lendemain un pain au chocolat. C'est pas grave. Après, tu fais plus. C'est un truc, voilà, où c'est se sentir bien, s'écouter, mais en se faisant plaisir aussi. Ouais, et en oubliant ce qui s'est passé avant. Voilà. Voilà.
Après, ce qu'on mange dit beaucoup de nous, parce que c'est vrai que il y a tout un processus quand même de choisir sa nourriture, la manger, l'intégrer dans son corps. Et c'est vrai qu'on ne mange pas n'importe quoi. Et chaque culture a aussi ses interdits, ses recommandations et tout ça. Et là, on est dans une époque où il n'y a plus toutes ces traditions, et il n'y a plus tous ces interdits et toutes ces recommandations. On est libre, et la liberté, parfois, c'est trop. Donc, c'est à nous de faire les choix aujourd'hui, les assumer sans culpabilité, en se faisant plaisir, parce que le mot plaisir est hyper important quand on mange. C'est la première chose à laquelle on doit penser, c'est plaisir. Exactement. Et dernière question pour clore cet épisode de Coup d'éclat. Tu te réveilles un matin, pas au top, nuit un peu compliquée. Quelle est ta petite pratique que tout le monde peut adopter pour avoir un coup d'éclat en termes de fraîcheur, de se mettre aussi bien dans sa tête pour aborder la journée, ou alors le soir quand on veut sortir et qu'on veut être la plus belle? Moi, j'ai 2 choses où je mets de plus en plus mes produits au froid. Alors que ce soit un gua sha, des cuillères cryo, un masque pour le visage, des patchs pour les yeux. Je mets au froid. Je trouve que ça fait un bien fou. Et puis, moi, je suis une grande adepte du massage du visage. Et même 1 minute. Puis moi, je fais des choses. Je ne reste pas assise à me masser. Je peux jouer au petit train avec mon fils ou être au téléphone et faire que d'un côté. Mais je trouve que se masser le visage, en plus, là, pour le coup, ça, c'est un des trucs super, c'est qu'on voit des tutos partout, tout le temps. On peut piocher vraiment, c'est à la portée de nous tous, nous toutes. Et je trouve que c'est une façon de se donner un vrai coup d'éclat au sens littéral pour oxygéner la peau. Et puis, c'est aussi un petit moment où c'est qu'1 minute, mais on se reconnecte à soi, à sa peau. Et je trouve que c'est super, ça coûte rien, ça prend pas beaucoup de temps. Et c'est un petit truc pour soi, avec soi-même. Et alors que ce soit, moi, je le fais le soir si je veux. Je me maquille plus, donc même quand je sors, je vais le faire. Je trouve que ça remplace le blush. Même quand je bosse, je vais pouvoir me détendre les mâchoires. C'est vraiment ces petites gestuelles. En plus, on peut trouver les nôtres, celles qu'on aime. Là aussi, je trouve qu'on peut s'écouter, trouver un truc. Et il y a quelque chose de finalement très sensuel et qui permet de se reconnecter à soi. T'es plutôt effleurage, pianotage ou plutôt en profondeur? Ouais, moi j'y vais en profondeur. Je fais des petits pincements, jaquets là. Ouais. Et puis je masse en profondeur. Ouais, moi j'aime beaucoup. Puis c'est sensoriel, on peut mettre une huile qu'on aime bien. Et puis c'est à la portée de tout le monde, quoi. C'est difficile de se masser le corps, de faire un automassage, c'est plus laborieux, ça prend plus de temps, mais le visage, c'est vraiment... Et puis la peau, elle est différente. Moi, je le fais depuis plusieurs années et la peau, elle est différente, quoi. Vraiment, voilà, je trouve ça super et ça, je le recommande. Et une petite pratique quand tu sens que ça va trop vite et qu'il y a trop de choses dans ta tête et que tu as juste envie de... Je respire. Moi, la méditation, je trouve que c'est difficile. Qu'il faut avoir du temps. En revanche, tout ce qui est sophrologie, respiration, plusieurs fois par jour. Et au début, ça paraît très dur. Il y en a souvent, on respire mal, on est bloqué au niveau du plexus, tout ça, mais ça se travaille. Et après, tu l'intègres, tu t'en rends plus compte et tu respires. Dès que tu as un coup de stress, dès que ça va trop vite, et ça change tout. Ça change tout. Avec une petite visualisation, juste respirer très profondément. La visualisation, maintenant, je la fais le soir. Ce que moi, parce qu'à la fin de quasiment tous mes cours, je fais faire visualisation, respiration à mes élèves. Et puis, bien sûr, je le fais à fond pour mes élèves depuis des années, mais jamais pour moi. Et l'autre jour, je me suis dit, ça n'est pas bien. Maintenant, tu le fais pour toi. Donc, du coup, ce que je fais à mes élèves, je me le fais maintenant à moi avant de dormir. Et tu visualises quoi? Des pieds à la tête, je relâche tout. Et puis, je peux m'imaginer dans un endroit que j'aime bien. Et voilà, c'est des trucs qui au début peuvent paraître un peu difficiles à mettre en place. Mais ça vient très vite et c'est une vraie bouée, quoi. C'est un vrai truc anti-stress. Génial. Merci beaucoup, Julie. Merci, Claire. On peut te retrouver où pour les cours? lescoursdejulie.com et puis sur mon Instagram. Je sais jamais le nom sur mon Instagram. Ça doit être Julie Pujol. Ouais, je crois que c'est ça. Génial. Merci beaucoup. Merci Claire. Et à bientôt. À bientôt.
J'espère que cet épisode avec Julie vous a plu et vous a convaincu qu'on peut suivre ses intuitions et construire une vie professionnelle à la mesure de nos envies. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. J'ai hâte de vous lire.